Hello les végans! Après mon avant-dernière vidéo 5 recettes économiques, j'avais envie de revenir dans cette vidéo pour vous partager des astuces vegan petit budget. Et ça c'est grâce à tous les petits tips que vous m'avez donnés sur Insta que j'ai pu recueillir pour en faire cette vidéo. Et en deuxième partie, on va s'intéresser à l'idée comme quoi être vegan serait un truc de riche. On commence tout de suite avec les petits tips pour alléger son budget quand on consomme vegan. Tout d'abord, commençons par la base, les légumes. Je vous déconseille, pour baisser la note, d'aller en supermarché. Et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, mais les légumes de supermarché sont loin d'être les moins chers. Ou alors ceux de chez Lidl, là ça peut être intéressant. Je vous conseille plutôt d'aller sur les marchés directement vers les producteurs. C'est là où les prix seront les plus intéressants. Parce que justement, comme il n'y a pas d'intermédiaire, les prix sont généralement plus faibles. Et aussi, si vous allez en fin de marché, sur les invendus, vous avez encore des prix plus intéressants ou même parfois, on peut vous donner des cagettes. Pensez aussi aux légumes surgelés qui sont parfois plus accessibles que les légumes frais. On m'a aussi parlé de l'application gratuite Too Good To Go qui vend entre autres des paniers de légumes qui sont abîmés à petit prix. Donc ça, c'est tous les jours des commerçants qui vont mettre à jour sur l'application des annonces avec voilà, par exemple un petit panier de légumes à 5 €. Et comme ça, vous pouvez venir le récupérer si c'est près de chez vous. Donc c'est un panier surprise, hein. Généralement, ils ne vont pas vous mettre ce qu'il y a dedans exactement, mais ça peut être intéressant. D'une manière générale aussi, les légumes de saison sont souvent ceux qui sont les moins chers. Donc ça tombe bien, ça permet d'être en adéquation avec les saisons. Sinon les fruits, souvent les fruits c'est pas forcément accessible, c'est ce qui peut faire monter la note. Donc sinon regarde un petit peu selon les saisons. Et dirige-toi vers des fruits qui sont accessibles comme les bananes, les oranges, les pommes, les melons aussi, là, cette saison, ça va, ils sont plutôt accessibles. Et sinon, tout ce qui est fruits rouges, hein, généralement, fraises, framboises, cerises, ça, c'est généralement pas du tout accessible. Ou alors en version surgelée, c'est déjà un petit peu moins cher. Autre petite astuce, c'est de profiter des semaines où les légumes sont les moins chers pour stocker par exemple. Alors stocker, pas tous les légumes, mais par exemple les courges qui se stockent quand même facilement plusieurs semaines à la maison. Sinon, si tu as un congélateur, tu peux les préparer et les congeler ou faire des bocaux, pourquoi pas. Quand vous achetez des légumes aussi, le mieux est de tout utiliser pour justement en fait ne rien perdre et faire plusieurs repas, même quand vous pensiez qu'il n'était pas possible d'en faire plusieurs avec le légume. Par exemple, les fans de radis, les fans de carottes, les feuilles de chou-fleur qui sont autour, qui s'utilisent facilement dans les soupes notamment. Après, pour tout ce qui est fan, on peut utiliser dans les quiches, dans des pestos, dans des tartes, des choses comme ça. Ce qui fait que vous ajoutez du verre et puis des légumes, tout simplement. D'une façon générale, ce qui est ressorti de vos témoignages, c'est que manger vegan et économique, c'est possible en faisant d'autres choix de consommation. Par exemple, on évite les produits industriels, notamment les simili-carnés, qui font vite grimper la note. Ou alors, vous pouvez attendre les promos et en congeler. Ça se congèle très bien. Pour une source de protéines végétales majeure dans votre alimentation, tournez-vous vers les légumineuses. Tout ce qui est lentilles, haricots blancs, haricots rouges, pois chiches, pois cassés. Vous pouvez les acheter en version sec. Ça, c'est la version moins chère, mais forcément, il faut faire tremper, faire cuire et tout. C'est forcément plus long. Et sinon, en version conserve, là, ça reste quand même avantageux. Il y a aussi les protéines de soja texturées qu'on trouve souvent plutôt en magasin bio, mais là, le prix est très intéressant. Une fois que vous les avez réhydratées, vous pouvez les utiliser dans des chilis, dans des potés, pour faire des bolognaises ou même en version poêlée, ça s'utilise quand même très bien. Il faut vraiment les réhydrater en leur apportant du goût et du sel notamment parce que sinon ça va être fade. Pour une autre source de protéines végétales intéressantes, il y a le tofu. Mais alors dans ce cas-là, il faut plutôt l'acheter en épicerie asiatique, c'est là où le prix est plus intéressant et en plus il est meilleur. Petit tips aussi, le tofu se congèle très bien. Alors, vous le congelez, vous allez voir, la texture va être modifiée. Il va plus ressembler à une sorte d'éponge. Alors, il y en a qui trouvent que déjà, de base, ça ressemble à une éponge. Mais là, ce sera encore pire. Parce qu'il y aura des petits trous qui vont apparaître. Mais c'est pas gênant. En fait, quand vous allez comme ça le faire mariner, il va absorber davantage la marinade. Donc, c'est même plutôt intéressant de le congeler. Pour les céréales, tournez-vous vers des basiques. Les pâtes, la semoule, le boulgour, le riz, le maïs aussi. Parce qu'il y a des céréales qui ne sont pas forcément hyper accessibles, je pense notamment aux petites épeautres, bon le prix augmente contrairement à de la semoule ou des pâtes classiques. Les flocons d'avoine aussi, ils sont super intéressants pour les petits déj, les collations, vous pouvez faire plein de choses avec, vraiment même de la farine. Et en plus, c'est super rassasiant, donc ça vous fait vite un repas qui vous tient encore et qui est bon, hein. On peut faire des porridge, des cookies maison, son muesli, son granola,
Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Des barres de céréales. Pour les farines, la farine de blé, standard, classique, c'est la plus accessible et c'est celle avec laquelle vous allez pouvoir faire le plus de choses. Sinon, pour une farine à base de légumineuses avec laquelle vous allez pouvoir faire pas mal de choses, il y a la farine de pois chiche. Elle est plutôt accessible et surtout, elle est très bonne. Vous allez pouvoir faire mon omelette végane, de la soca, de la panisse. Ça aussi, je vous avais donné la recette dans une vidéo. Et sinon, pour lier les préparations et remplacer les œufs dans beaucoup de recettes, il y a la fécule de maïs qui est vraiment très très accessible. Pour les sources de lipides maintenant, oui, j'ai un petit peu catégorisé comme ça en macronutriments, comme ça vous voyez un petit peu l'ensemble des apports qu'il faut apporter à votre corps sous différentes formes en version économique. Il y a l'huile d'olive qui peut, selon les marques, être plus ou moins accessible, mais voilà, qui est quand même sympa. Sinon, il y a des huiles neutres comme l'huile de pépin de raisin pour les gâteaux, pour la cuisson au quotidien, ça va super bien. Si vous cherchez une huile qui est riche en oméga 3 et qui n'est pas trop chère, c'est l'huile de colza qui remplit bien ce rôle. Donc comme ça, vous avez, je dirais, 3 huiles qui sont intéressantes à avoir. Après, tout ce qui est huile de coco, huile de noix, tout ça, ça commence à vite chiffrer. Pour les oléagineux, on oublie tout ce qui est amandes, noix, noisettes et tout, noix de cajou, tout ça. On se tourne plutôt à la place vers les graines de lin, les graines de tournesol, les graines de sésame. Ça, c'est souvent 2 à 3 fois moins cher. Je suis en train de découvrir que le vert, ça va vachement bien avec mes tatouages, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez remarqué? Ah non, mais c'est magnifique. D'ailleurs, si vous avez une idée, la meuf qui place ça comme ça, là, tranquille, c'est pas du tout le thème de la vidéo. Si vous avez une idée de tatouage qui aille bien, de motif un petit peu, avec ma salade de fruits, là, parce que je sèche, j'ai envie de finir mon bras. Écoutez, j'ai envie d'un truc un petit peu ornemental, sans qu'il y ait forcément de signification, quoi. Et j'ai pas d'idée. Voilà. Comment on fait? Bon, ça, on verra ça plus tard. Je continue avec mes astuces pas chères. Pour tout ce qui est crème et lait végétal, tournez-vous vers le lait de soja. La crème de soja, c'est franchement ceux qui sont les plus accessibles. Essayez différentes marques parce que selon les marques, elles n'ont pas toutes le même goût. Elles ne sont pas forcément hyper agréables en bouche. Et qui dit agréable en bouche? Excusez-moi. Non, mais d'ailleurs, vous avez remarqué, dans mes vidéos, j'utilise souvent du lait et de la crème de soja parce que pour ses propriétés aussi, un petit peu, genre ça va plus lier parce que c'est riche en protéines et tout, nanana, mais aussi parce que c'est les moins chers et que j'ai pas envie de toujours vous faire acheter 40 sortes de laits végétaux différents pour faire mes recettes. Non, ça, je trouve ça un petit peu cher. Et une astuce abonnée de dingue aussi, à laquelle j'avais jamais pensé, mais des fois, tu peux remplacer le lait végétal par de l'eau. Tout simplement. Oui, c'est pas déconnant maintenant qu'on y pense. Il suffit d'apporter assez de gras et tout, de goût dans la préparation, et puis vous mettez de l'eau, et puis c'est bon. Ça vous permet de faire une économie aussi, parce que des fois, les laits végétaux, même le lait de soja, ça reste toujours plus cher que du lait de vache, ça c'est vrai. Ou alors, il faut faire son lait d'avoine maison. Là, c'est intéressant, mais encore faut-il avoir un blender, ou alors un mixeur plongeant, ça peut se faire, et puis faire filtrer avec le sac à lait, tout ça. Donc si vous faites votre lait d'avoine maison, ça revient, je crois, à 30 centimes le litre, ce qui est plutôt intéressant. Donc ça dépend de la quantité de flocons d'avoine que vous mettez dedans, mais c'est généralement 100 g de flocons d'avoine pour 1 litre d'eau. Pour les sucrants maintenant, les moins chers, ça va être le sucre blond ou même le sucre blanc à base de betterave qui n'est pas raffiné en fait et qui est aussi plus local. Donc le sucre blanc est un petit peu revenu à la mode et reconsidéré un petit peu dans la sphère végane. Mais sinon, vous avez pour une version sucre en liquide le sirop d'agave, c'est celui qui est le moins cher. Pour tout ce qui est fruits secs, il y a les dattes, des glénours et les raisins secs. Voilà. Simple, basique. Avec ça, déjà, vous faites pas mal de choses et vous pouvez en mettre dans vos salades, dans vos préparations aussi salées. Pour les magasins, les plus intéressants et qui revenaient souvent, c'était Lidl, Aldi, Leclerc aussi un petit peu, mais je crois que Lidl reste imbattable. Il y a aussi le magasin de déstockage, mais ça c'est dans un autre genre, le magasin de déstockage Nose pour les produits secs et un petit peu surgelés. Ils font notamment des glaces véganes, mais il n'y a pas par exemple tout ce qui est légumes ou même des produits frais, steaks végétaux, tout ça. Non, ça va être vraiment des produits secs qui sont
2 à 4 fois moins cher qu'ailleurs quand même, vu que c'est du déstockage. Donc essayez si vous n'avez jamais été chez Nose. Moi j'y vais pour trouver des petites pépites, mais je vais plutôt laisser tout ce qui est pâtes, produits de première nécessité, pas cher, lambda, pour des gens qui en ont besoin. Mais il y a des produits véganes qui sont très intéressants. J'avais trouvé notamment des goïzas surgelés. Je vous en reparlerai, je pense, prochainement dans une vidéo favori, parce qu'il y a un petit truc notamment qui me revient, que j'adore et qu'on trouve que chez Nose. Et oui, c'est comme ça. Maintenant, point important pour vous complémenter en B12, si vous avez des difficultés financières, vous pouvez vous adresser à la Fédération Végane qui vous demandera un justificatif. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment si vous en avez besoin. Parce que je sais que ça peut vite chiffrer aussi au quotidien de se complémenter en B12. D'ailleurs, petit point au passage, mais ma vidéo sur la B12 arrive. Hein. Je vous assure, elle est programmée. Mais ne m'attendez pas hein, pour vous supplémenter. En attendant, faites-le quand même. Ce qui revient souvent aussi, c'est que pour faire des économies dans l'alimentation, il faut s'organiser. C'est un petit peu comme dans tous les domaines, mais par exemple, il ne faut pas hésiter à regarder les prix au kilo, à comparer les prix entre le vrac et les produits emballés, parce que des fois, on pense que le vrac c'est moins cher parce qu'il n'y a pas l'emballage, le logo, tout ça, et c'est pas forcément le cas. Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs magasins si vraiment il y a des différences de prix dans certains endroits. À voir si c'est intéressant hein, par rapport au prix du transport et tout, donc ça c'est à regarder aussi. Aussi en termes d'organisation, tout ce qui est meal prep et planification des menus, tout ça, ça va vous aider à gérer votre budget. Petit point aussi sur la pression en termes de consommation, manger vegan ne signifie pas forcément manger bio, manger zéro déchet. Vous n'arriverez pas forcément à tout combiner et c'est pas grave, hein. Faites selon votre budget, faites selon votre disponibilité, votre espace mental, tout ça. Hein. On ne le répétera jamais assez, mais il faut rester quand même assez indulgent envers sa consommation. Avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, je voulais quand même vous parler rapidement du friganisme, qui est le fait de récupérer gratuitement et légalement des produits qui sont jetés ou des invendus. C'est une pratique qui est vraiment utile quand on peine justement à finir les fins de mois, mais alors je n'invite pas tout le monde à le faire, hein. Justement ça marche parce qu'il y a une petite quantité de personnes qui le font, donc j'en fais appel à votre bon sens. Si tu as les moyens d'acheter tes courses, si tout ça va bien et tout, et que tu arrives à te nourrir, ne pratique pas hein, le friganisme. Laisse de la place à ceux qui en ont besoin. D'ailleurs je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, mais il y a un tiers quand même de la nourriture mondiale qui est jetée. Les magasins de grande surface, on connaît, on sait qu'ils jettent, mais il y a aussi les magasins bio qui jettent des denrées encore consommables. Et c'est autorisé aujourd'hui de récupérer la nourriture qui se trouve dans les bennes lorsque les bennes sont sur la voie publique. C'est vrai que c'est encore pas très bien vu, mais il faut pas avoir honte. N'hésite pas à y aller avec tes proches pour te sentir moins seul. Si tu y vas, pense à prendre un grand sac pour pouvoir mettre ta récolte, des gants aussi parce que tu vas te salir les mains. Et aussi une lampe torche si tu y vas le soir parce que tu risques de ne rien voir dans la benne. Deux points importants, pense à bien tout remettre en état quand tu repars et aussi à regarder si le magasin n'est pas déjà convoité par des personnes SDF. Si c'est le cas, change de magasin, hein, laisse l'accès à des personnes qui sont dans la rue et tout. Et sinon, si tu fais une grosse récolte, n'hésite pas à en distribuer également parce que tu risques d'être surpris et de te retrouver avec une grosse quantité de nourriture qui est encore consommable, encore une fois. Maintenant, on passe à la deuxième partie, comme quoi être vegan serait un truc de riche. C'est Irénée sur Instagram qui m'a donné envie d'aborder ce sujet. Je vous conseille son compte que je vous mets en barre d'infos, qui est très pertinent sur le sujet du féminisme et qui remet pas mal de choses en question. Je crois que le véganisme a cette image parce que les véganes visibles sont souvent issus de la classe suburbaine et que les médias s'intéressent au véganisme en tant que choix de consommation sans regarder la dimension politique qu'il y a derrière. Et quand on parle de choix de consommation, concrètement, qui peut faire ces choix-là? Bien, les gens qui ont de l'argent. Quand on vit dans la précarité, c'est malheureux à dire, mais il est difficile de choisir ne serait-ce que ce qu'on mange. Donc pouvoir faire des choix de consommation qui sont liés à l'alimentation, aux cosmétiques, aux loisirs, ce n'est pas envisageable pour tout le monde. Le boycott est un privilège. Et ça, il faut en avoir conscience qu'il y a des gens qui n'ont même pas de quoi vivre et donc qui ne peuvent pas se poser ces questions. Et il y en a plus qu'on ne croit. On peut aussi faire un parallèle avec les choix écologiques qu'on peut ou non faire selon ses possibilités économiques, encore une fois, son espace mental ou encore l'accès aux infos. Donc quand on peut faire ces choix-là, c'est merveilleux, c'est même nécessaire.
Je suis là pour vous encourager, pour vous donner des infos et pour faire en sorte que vous puissiez y arriver. Mais il ne faut pas tomber dans la culpabilisation. Vous savez que c'est pas ce que je préfère. Par contre, bien sûr, manger végétalien est totalement possible avec un petit budget. Il y en a qui sont étudiants, qui sont RSA, qui sont au SMIC ou alors qui vivent dans des zones rurales où ils n'ont pas accès à des magasins spécialisés. Et c'est parfois même la contrainte économique qui peut amener à faire des choix plus éthiques. C'est là où c'est pas si simpliste comme vision, vous voyez. On va par exemple tout utiliser dans les légumes, consommer plus local, manger moins de viande, manger moins de produits industriels parce que justement ça coûte trop cher. Donc ce que je dis, c'est que ce n'est pas compliqué en soi d'être végane et que ce n'est certainement pas réservé à une élite, mais il faut prendre en considération quand même les réalités économiques des autres, avoir conscience de ça et ne pas rentrer dans un discours classiste en mode tout le monde peut être végane maintenant tout de suite. Et reconnaître ça n'empêche pas de vouloir combattre le système global, hein. Une société végane va de pair avec une justice sociale et économique. Et justement, être antispéciste, c'est vouloir rompre cette domination qui peut exister sur les animaux humains comme non humains. En plus de l'exploitation animale, il y a dans ces chaînes de production de produits d'origine animale des problèmes sociaux qui découlent de la logique capitaliste. Déjà, regardons du côté des emplois précaires. Qui travaillent dans les usines d'agroalimentaire? Qui travaillent dans les chaînes de fast-food? Qui travaillent dans les abattoirs? Qu'en est-il de leur plage horaire? Qu'en est-il de leurs conditions de travail? Qu'en est-il de leur salaire? Et de l'impact physique et psychologique que ça peut avoir sur eux? Je vous invite à écouter le témoignage ou à lire le livre de Mauricio Garcia Pereira, un ancien employé d'abattoir qui dénonce ce qu'on fait subir aux animaux là-bas. Lui, son déclic, ça a été quand tous les jours en France, il devait jeter des fœtus de veau à la poubelle. Voilà. Il y a aussi ce travail à la chaîne qui est totalement mécanisé, segmenté, où on demande aux employés d'abattoir à ne pas réfléchir, à être simplement des machines à tuer. En gros, le sale boulot est fait par une petite poignée de personnes qui laissent leur santé psychologique pour qu'une majorité puisse profiter de son steak sans voir le sang qu'il y a derrière. C'est ça la réalité. Et bien sûr, les emplois précaires sont tenus bien souvent par des femmes, des jeunes et ou des personnes racisées. Et je ne parle d'ailleurs même pas du métier d'éleveur et de la pression économique qu'ils subissent pour continuer à survivre dans un système qui est de plus en plus mondialisé. J'aimerais également souligner en toute honnêteté que les produits véganes ne sont pas forcément exempts de mauvaises conditions de travail ou d'exploitation humaine. Peut-être que je vous apprends quelque chose, mais j'espère pas. Beaucoup de marques véganes se font racheter par des grands groupes qui sont toujours dans cette optique capitaliste, hein, d'augmenter les rendements, d'augmenter les bénéfices et d'optimiser les coûts. Maintenant, il y a quand même beaucoup de marques vraiment véganes qui vont justement avoir une vision éthique dans l'ensemble et qui vont faire en sorte d'avoir le moins d'impact écologique et social. Dans nos sociétés, plus on est riche, plus on consomme, plus on pollue, plus on domine. Ça ferait longtemps, si être vegan c'était un truc de riche, qu'il n'y aurait plus dans les restaurants gastronomiques du caviar, du foie gras, des huîtres, du homard, tout ce que vous voulez. Ça ferait longtemps que la fourrure n'existerait plus, ou alors que la chasse au trophée n'existerait plus non plus. Pour ceux qui ne savent pas, il y en a quand même qui dépensent 70 000 € pour pouvoir tuer un éléphant. Oui. Donc moi j'aimerais bien qu'à la place, les riches soient véganes. Quand j'insiste sur la dimension politique du véganisme, c'est pour déjà éviter de trop se focaliser sur les actions individuelles, mais aussi pour comprendre que c'est un projet de société globale qui s'inscrit avec les autres luttes, donc sexisme, racisme, LGBT-phobie, etc., etc. Que tout ça fonctionne main dans la main, hein. On ne va pas laisser une lutte de côté. J'ai souvent des pics comme quoi les véganes sont sensibles que aux animaux non humains et ne s'occupent pas du reste. Je ne suis pas dans la tête de tout le monde, mais en tout cas, je pense que c'est logique, qu'il faut comprendre ça, qu'on ne peut pas abolir un système d'exploitation, de domination sans abolir les autres. Voilà, ça ne fonctionne pas. Parce que ça rime à quoi? Un monde vegan qui est profondément raciste ou alors un monde queer-friendly qui passerait ses week-ends à Marineland. Non, je vous rassure, on ne va pas passer nos prides là-bas. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et pour que l'antispécisme soit pris au sérieux, il va quand même falloir qu'on soit plus de végans. Parce que si on continue à être que seulement 5%, ne serait-ce qu'en France, on ne va pas aller loin. Et je sais que des gens qui subissent déjà une discrimination vont naturellement être plus prudents à l'idée d'intégrer une autre lutte, surtout si celle-ci n'est pas clairement ouverte et safe. Donc c'est pour ça qu'il faut clairement inclure tous les combats
et réfléchir dans une optique intersectionnelle. Je vous le dis souvent aussi, mais être végane, c'est faire de son mieux pour éviter de participer à l'exploitation animale. Et comme elle est de partout, il y a forcément un moment donné où vous allez y participer, même contre votre gré. Personne n'est parfait, moi non plus. Si vous avez des difficultés de quel ordre que ce soit d'allergie, médicale ou la précarité comme on l'a vu, j'entends, hein, je ne suis pas là pour vous fustiger. Et je vous invite tous et toutes à rester bienveillants les uns envers les autres et à prendre en considération cette dimension sociale justement qui accompagne nos vies. Et voilà, on touche à la fin de cette vidéo et j'espère avoir été assez claire, notamment sur la deuxième partie et que vous aurez compris l'essentiel de ma pensée. C'est pas toujours évident de traiter certains sujets, mais j'ai pas envie de me cantonner qu'aux recettes, j'ai aussi envie d'apporter un complément d'infos et de réflexions qui peuvent faire avancer les choses. J'espère que vous avez compris qu'on parle d'un système global et qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. D'un côté, être végane, c'est pas si compliqué et ça peut être pas cher, et de l'autre, il y a quand même des gens qui sont en situation de précarité telle qu'ils ne peuvent pas choisir ce qu'ils ont à manger et encore moins se poser de questions sur leurs loisirs. Il y a des gens qui sont exploités, qui sont en situation de précarité pour fournir des produits d'origine animale à une majorité. Et au-dessus, tu as les super riches qui s'en battent les cacahuètes de tout et qui réfléchissent à comment aller tuer les éléphants pour 70 000 balles ou quel est le produit d'origine animale qu'ils vont pouvoir consommer pour que ce soit d'une rareté, de quelque chose d'exceptionnel qui se démarque de la population lambda. La réalité est souvent plus complexe qu'on ne le croit. Il faut aussi avoir l'honnêteté de reconnaître les choses. Je vous laisse méditer. Pensez à vous abonner, à liker et on se dit à bientôt pour des aventures véganes.